bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce premier R&D Corner de l'année 2024. Donc nous, de l'équipe Cap Digital, nous vous souhaitons à tous et à toutes une très bonne année, 2024. Donc on va entamer ce premier R&D Corner de l'année, donc avec une courte introduction de Cap Digital et une présentation des activités de l'équipe R&D. Et on enchaînera ensuite sur la présentation du nouvel appel à projet Innov Sport et événementiel durable par Nicolas Marichès de la région Île-de-France. Ensuite, on continuera donc classiquement sur les appels à projets régionaux, nationaux, puis européens. Donc Cap Digital, en quelques mots, c'est un pôle de compétitivité qui existe depuis 17 ans, qui est actif dans le domaine du numérique et de la transition écologique. On est une équipe de 32 collaborateurs pour accompagner nos adhérents au quotidien, et on a accompagné de 170 experts qui vont nous aider sur des questions plus techniques sur certains projets. On est également répartis en délégations spéciales qui vont mettre en place certaines grandes activités en lien avec notre feuille de route sur l'année 2023-2026. Donc Cap Digital, c'est en tout 800 structures, plus de 800 structures adhérentes, notamment en grande partie des PME et des startups. On a également quelques grands comptes, des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, quelques fonds d'investissement et des métropoles et des collectivités territoriales. En 2022, on n'a pas du coup encore les chiffres pour 2023, mais voilà quelques chiffres sur nos activités en 2022. Donc on a accompagné depuis le lancement de Cap Digital plus de 3000 projets. Et donc, sur ceux-ci, donc, plus de 1800 ont été labellisés et 900 financés. Les programmes d'Open Innovation 17 programmes d'Open Innovation ont été réalisés par le pôle en 2022 et il y a eu plus de 220 candidatures à ces programmes. Enfin, on a eu des programmes d'accélération et les entreprises adhérentes ont levé en 2022 plus de 900 millions d'euros. Et sur celle-ci, 87% de ces entreprises ont été accompagnées par les équipes de la R&D de Cap Digital. Enfin, on a toute une équipe Europe qui est très active également, avec plus de 42 projets européens dans lesquels Cap Digital a participé ou a été coordinateur, et dont 7 sur l'année 2022, et donc ce qui nous a permis de se créer un réseau aussi au niveau européen avec plus de 300 partenaires actifs. Donc voilà un peu un résumé des frais d'adhésion pour se joindre à ce collectif sur l'année 2023 et 2024 qui devrait rester le même. On est également accompagné par une équipe animation et relations adhérents qui vont proposer tout au long de l'année différents événements tels que des learning expeditions chez certains de nos adhérents dans des lieux d'innovation et autres, mais également des événements thématiques dans nos locaux ou autres. Donc le financement de la recherche, du développement et de l'innovation chez Cap Digital, donc on est 2 personnes pour vous accompagner, donc Jennifer Lecomte, directrice des programmes de R&D, et moi-même, chargé de projet R&D. Donc vous pouvez nous contacter tout au long de l'année via le formulaire que vous trouverez ici, si vous avez un projet de R&D que vous souhaiteriez être accompagné. Donc on vous recevra lors d'un entretien dédié pour faire un premier diagnostic et vous orienter vers le bon appel à projet, si cela est possible. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est accompagné par des experts qui vont nous aider à relire et à labelliser les projets qu'on va recevoir. Cette labellisation va pouvoir vous servir auprès des financeurs, et donc voilà, ce sera également aussi l'occasion de cette expertise d'avoir un retour technique et un retour de fond sur vos projets que vous souhaitez déposer en amont du dépôt. Un petit rappel de la R&D et des définitions de financement. Donc la R&D, ça englobe 2 types d'aides. Donc
donc qu'on retrouve ici. Un qui est encadré par la règle, ce qu'on appelle des minimis. Donc c'est une aide qui apporte un soutien financier au développement commercial d'une entreprise. Mais cette aide, elle est limitée à 200 000 € sur une période de 3 exercices fiscaux consécutifs. Voilà. Et ensuite, on a le régime R&D qui lui, n'a pas vraiment n'est pas encadré n'a pas de plafond sur certaines sociétés, parce que les pouvoirs publics vont venir intervenir, accompagner et aider soutenir les entreprises financièrement pour dérisquer leurs innovations par des appels à projets, par des programmes de financement et autres, comme on va le voir tout de suite. Donc, comme je disais, l'accompagnement de la R&D chez Cap Digital, c'est plusieurs services. Donc, tout d'abord, c'est de la sensibilisation avec des événements comme celui-ci qui a lieu tous les premiers mardis du mois, où on fait l'actualité des appels à projets qui sont actuellement ouverts ou qui vont ouvrir et qui nous paraissent intéressants pour notre écosystème. Ensuite, on va avoir tout un processus d'accompagnement. Lorsqu'on aura du coup fait un premier rendez-vous diagnostic avec les porteurs de solutions innovantes pour essayer d'en savoir plus sur le projet et d'identifier les financements qui seraient adaptés à leur projet. S'il y en a le besoin, on peut également faire de la mise en relation pour des projets collaboratifs et autres. On peut faire de la recherche de partenaires, on peut faire de la recherche de partenaires également au niveau européen si vous souhaitez intégrer des consortiums et autres. Voilà, c'est également une des activités de l'équipe. Et donc, comme je disais, on a tout un processus de labellisation qui va vous permettre d'avoir déjà un retour sur votre projet et ensuite d'avoir un label à joindre si vous êtes labellisé avec votre dossier qui sera un gage de qualité auprès des financeurs. Une fois le projet financé, on a également des événements, nos réseaux sociaux pour vous mettre en avant, pour vous mettre en visibilité votre projet et votre société. Et ensuite, on va pouvoir faire aussi la valorisation auprès de l'écosystème français-européen, suivi des relations avec les financeurs et autres. Donc voilà. Donc voilà pour l'introduction de Cap Digital. On va du coup maintenant passer aux appels à projets régionaux qui sont actuellement ouverts en Île-de-France. Donc là, c'est un petit rappel de l'échelle TRL et des différents dispositifs qui existent en fonction d'où en est votre projet, quels dispositifs vous pouvez solliciter ou non. Donc sans plus attendre, on va vous présenter le nouveau. Nicolas Marichès va vous présenter le nouveau appel à projet de la région Île-de-France. Donc Nicolas Marichès, qui est chargé de mission aide aux entreprises à la région, va vous présenter donc le Innov Sport et événementiel durable, comme je vous l'indique. Merci Arthur. Bonjour à tous. Tout d'abord, meilleurs vœux à vous. Meilleure réussite professionnelle au nom de la région Île-de-France. Donc pour cette année 2024, c'est donc une année assez particulière pour notre territoire, puisque les Jeux Olympiques et Paralympiques vont être organisés de fin juillet à peu près mi-août. C'est un événement international qui compte beaucoup pour la région Île-de-France. Et d'ailleurs, la région Île-de-France est le deuxième financeur de l'événement, avec l'idée, outre l'esprit que quand on organise les JO, c'est une vitrine pour le territoire. Mais l'idée aussi, c'est de léguer un héritage pour les Franciliens. Et donc, léguer un héritage, c'est quoi? C'est laisser des infrastructures de qualité et qui vont durer aux Franciliens. Donc, par exemple, des complexes sportifs qui vont être rénovés, qui vont être construits, un réseau de transport. Et vous en êtes, si vous utilisez les transports en commun, vous voyez qu'il y a des perturbations en ce moment, mais c'est aussi lié à des investissements qui sont faits sur le réseau de transport pour avoir finalement un réseau qui soit efficace, dense et prêt pour le futur. Et donc l'objectif, c'est de léguer un héritage, mais aussi de maximiser les retombées pour les Franciliens, pour les entreprises franciliennes. Et donc, maximiser les retombées, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire que cet événement, ce soit un levier de développement économique pour le territoire. Et dans cet esprit, l'idée, c'est de faire de l'Île-de-France
une référence en matière d'innovation dans le sport et dans l'organisation d'événements sportifs. Et notre territoire a beaucoup d'atouts pour devenir cette référence. Le premier atout, c'est que déjà on a un écosystème de l'innovation qui est riche et diversifié. On a des laboratoires, on a des startups, on a des entreprises, on a une multitude d'acteurs, des associations, de l'ESS qui contribuent à ce que l'environnement d'innovation soit favorable sur notre territoire. La deuxième chose, c'est que l'Île-de-France, c'est un territoire sportif. Les Franciliens pratiquent des activités sportives. Beaucoup de sportifs viennent d'Île-de-France. Donc on a cette population qui est portée sur le sport. Et enfin, c'est un territoire qui a l'habitude, des traditions même, d'organiser des grands événements sportifs. On parle des JO, mais chaque année, on a des championnats du monde, des championnats d'Europe, le Tour de France, l'arrivée du Tour de France, Roland-Garros, voilà. Et même des événements, on va dire, moins connus, mais qui donnent lieu à l'attribution de médailles européennes, internationales. Donc voilà, donc, on a un écosystème d'innovation innovant, on a des sportifs, on a l'habitude d'organiser des grands événements sportifs, on a les atouts pour devenir un territoire, une référence en matière de sport et d'événements sportifs de demain. Alors maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on met derrière cette étiquette d'événements, de sport de demain? J'en oubliais la zapette. Alors, le sport de demain, pour nous, c'est déjà un sport qui est plus écologique. Qui est dans les pratiques des sportifs, dans l'organisation des événements sportifs. L'important, c'est de pouvoir réduire l'empreinte environnementale dans les pratiques sportives de façon générale. Ensuite, le sport de demain, c'est aussi un sport qui est plus inclusif. Favoriser l'intégration, enfin la possibilité pour tous de faire du sport, notamment accélérer la pratique féminine du sport, le handisport, ou tout simplement le sport santé, le sport bien-être. Le sport de demain, c'est aussi un sport qui va intégrer toutes les nouvelles avancées technologiques pour les utiliser et les appliquer au domaine du sport, au domaine de l'organisation des événements sportifs. Et pour rester sur cette thématique des événements sportifs, l'idée aussi, c'est d'avoir des événements qui soient plus accessibles, notamment pour les personnes en situation de handicap, plus sûrs aussi, d'un point de vue sécurité, et bien sûr dans un esprit d'éco-responsabilité. Donc cet appel à projet, en fait, il vise à répondre à cet objectif de accompagner les entreprises par un soutien financier. Et donc je vais détailler un peu plus loin les aides financières qui peuvent être octroyées, mais accompagner ces porteurs de projets pour aller vers ce sport et cet événementiel sportif de demain. Alors, pour vous rentrer un peu plus dans le détail de l'appel à projet, donc cet appel à projet, il vise à répondre à 4 grands enjeux. Et vous allez le voir, qui reprend un peu les grands thèmes que je vous ai indiqués en introduction. Le premier, c'est donc renforcer l'inclusivité du sport. Pratique parasportive, féminine, sport santé. Donc, tous les porteurs de projets qui permettraient par leurs solutions qu'ils développent, qu'ils conçoivent et qui sont sur le point d'être commercialisés, d'adapter les méthodes d'entraînement, d'avoir du matériel et des équipements sportifs qui permettent justement l'inclusivité, ou des outils de sensibilisation permettant de favoriser cette inclusivité du sport. Voilà, ça c'est la thématique numéro 1 et c'est vraiment un premier enjeu prioritaire pour la région Île-de-France. Le deuxième, il est de mobiliser la technologie pour renforcer tout ce qui est l'expérience du sport et aussi tout ce qui est les possibilités pour les sportifs, qu'ils soient de haut niveau ou les sportifs qui recherchent de la performance. Donc là, qu'est-ce qu'on met derrière technologie? C'est notamment le numérique, tous les outils numériques qui vont permettre la digitalisation des clubs, le suivi de les pratiques sportives et des performances. On peut parler aussi de dispositifs connectés, de textiles intelligents. Voilà à peu près les différents thèmes qui ne sont pas... voilà, ça peut aller encore plus loin, mais on en donne quelques exemples pour vous montrer un peu ce que l'on met derrière ces grands mots. Troisième axe fondamental, c'est donc inscrire les pratiques sportives dans une logique de responsabilité environnementale. L'idée, c'est de capitaliser finalement sur les JO pour favoriser cette transition de l'activité sportive, des organisations d'événements sportifs vers quelque chose de plus sobre, plus vertueux d'un point de vue environnemental. Pour les événements sportifs, par exemple, qui intègrent davantage les principes de l'économie circulaire par rapport aux déchets, par rapport aussi à la consommation électrique des équipements. Donc vous voyez, le thème 3 et 4, on est vraiment principalement sur une dimension écologique, de transition écologique, de réduction de l'empreinte environnementale des événements,
ou des pratiques sportives. Et donc voilà, c'est ce qui représente l'enjeu 3 et l'enjeu 4 que vous voyez actuellement sur la slide. Alors, quels projets d'innovation sont ciblés par cet appel à projet? Alors déjà, pour vous dire, on cible tout type d'innovation déjà par la maturité du projet, c'est-à-dire que vous en soyez au stade de la faisabilité, ou plutôt au prototypage, ou même au développement. Voilà, vous avez validé quelque part le concept, vous voulez maintenant aller plus loin dans le développement, voire même expérimenter, et donc j'en dirai quelques mots un peu plus tard. Voilà, tous les stades de développement des projets de R&D sont acceptés dans cet appel à projet. Toutes les formes d'innovation également, qu'elles portent sur le produit final, sur votre service final, ou sur la manière finalement d'adresser, de produire ce service, par les procédés, par votre façon d'être organisé. Tout ça voilà, fait partie, cette définition au sens large de l'innovation, elle fait partie aussi de notre définition sur cet appel à projet. Et on y intègre aussi l'innovation sociale. Voilà. Donc, si jamais il y a des questions plus tard sur ce domaine, je pourrais préciser, on a mis une petite définition sur le côté. Et enfin, cet appel à projet, il touche toutes les pratiques sportives et physiques. On n'est pas cantonné sur certaines disciplines, plus institutionnelles notamment. Non, non. Tous les sports, toutes les activités physiques, qu'elles soient pratiquées dans un esprit de loisir ou plutôt dans la recherche de performance, voilà, sont acceptées. En tout cas, toutes les solutions qui vont permettre d'adresser ces pratiques sportives, en tout cas, sont acceptées. Vous avez vu une vision quand même assez large. Mais l'important, c'est de répondre aux critères. Et avant d'y venir, je voulais juste faire un commentaire sur les expérimentations. Donc c'est quelque chose qu'on aime beaucoup à la région, les expérimentations, puisque alors, ça s'adresse à des projets R&D un peu plus avancés, où là, l'idée, c'est de valider en conditions réelles votre solution, de valider qu'elle fonctionne, de valider qu'elle répond bien aux attentes de vos utilisateurs, et donc de faire évoluer aussi les paramètres pour que vous ayez un produit, un service final qui puisse correspondre le mieux aux attentes du marché. Donc cette expérimentation, donc elle peut, voilà, l'appel à projet finance ces expérimentations. Donc il vous faut à ce moment-là trouver, avant de déposer votre dossier, un ou plusieurs terrains d'expérimentation, jusqu'à 3, sur une période de 18 mois maximum, et qui vous met à disposition comment dire, ces ressources, que ce soit humaines ou ce soit matérielles, gratuitement pour vous permettre de mener à bien votre projet d'expérimentation. Alors, à qui s'adresse cet appel à projet? Chose fondamentale, puisque avant de postuler, il faut vraiment que votre structure, finalement, rentre, vous soyez éligible. Alors, l'appel à projet, tout comme InnovUp d'ailleurs, je ne l'ai peut-être pas précisé en introduction, mais cet InnovUp sport et événementiel durable, c'est une déclinaison d'InnovUp. Donc si vous connaissez déjà InnovUp, vous connaissez les règles de cet appel à projet plus spécifique. Donc la première des conditions, c'est d'être une entreprise. Que vous soyez une TPE, une PME, voire même une ETI, donc vous voyez, le spectre est assez large, vous êtes éligible. Également les associations, à partir du moment où vous avez une activité économique. D'accord ? Vous êtes éligible. Warning sur si vous avez des projets en groupement, en consortium, ce type de projets ne sont pas éligibles à financement. Il faut qu'on ait vraiment une tête de pont qui gère le projet, voilà, qui est un seul interlocuteur, mais pas une multitude d'interlocuteurs. Deuxième condition, bien évidemment, il doit y avoir un ancrage en Île-de-France. On est sur un dispositif régional, donc soit parce que votre activité est réalisée en Île-de-France. Imaginons que vous ayez un siège social qui ne soit pas basé en Île-de-France. Ce qui compte, c'est que vous ayez au moins un établissement qui soit situé sur le territoire francilien. Première condition. Et comme on parle de R&D, il faut que vos activités de R&D d'innovation soient majoritairement réalisées sur le territoire francilien. Autre condition. Et aussi les recrutements qui vont avoir lieu dans le cadre de la mise en œuvre du projet R&D. Troisième point important, les moyens financiers. Alors, première chose, si vous êtes entreprise en difficulté, donc ça signifie deux choses, c'est-à-dire un, vos fonds propres sont négatifs, ou deux, vos fonds propres représentent moins de la moitié du capital social. Voilà, je ne rentre pas plus dans le détail, mais c'est les définitions européennes sur ce qui est une entreprise en difficulté. Vous ne pouvez pas postuler, sauf si vous avez moins de 3 ans d'existence. Mais là, il faudra montrer quels sont vos moyens financiers dans votre dossier. J'y reviendrai un peu plus tard. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est qu'il faut que vous ayez les moyens financiers pour porter vos projets, pour porter le risque, puisque nous, on vient en cofinancement. On ne financera pas l'intégralité du projet. Donc, il faut que vous ayez cette surface financière adaptée pour pouvoir vous porter le reste. Alors, il n'y a pas de durée minimale d'existence. Vous pouvez être une très jeune entreprise pour postuler. Il faut bien évidemment que vous soyez immatriculé avant le dépôt de votre candidature. Sinon, vous ne pouvez pas postuler. Et enfin, si vous appartenez à un groupe,
Là, sachez qu'on vous regardera au niveau du groupe. Donc, au niveau du chiffre d'affaires et des effectifs, on vous regardera avec les moyens financiers du groupe. Et j'y viendrai pour certains critères au niveau du versement des aides. Ce qu'il faut retenir, mais je pense peut-être moins le cas parmi les gens qui suivent l'échange, mais les clubs sportifs, les centres de formation sportifs, les centres sportifs, les fédérations en fait ne sont pas éligibles à ce dispositif. On est vraiment sur les entreprises ou les associations ayant une activité économique. Et idem pour tout ce qui est les initiatives plutôt citoyennes, hein, puisque on a une des thématiques, c'est quand même renforcer l'inclusivité. On sait qu'on a un certain nombre de projets qui se collent à ça, mais voilà, on reste vraiment sur une logique entrepreneuriale. Alors, vous êtes éligible et puis vous voulez sûrement savoir qu'est-ce qu'on va regarder dans votre projet. Alors, nous, ce qu'on regarde, c'est déjà votre projet, sa pertinence par rapport aux 4 enjeux que je vous ai définis en introduction. Hein. Inclusivité, technologie, pratique sportive plus sobre d'un point de vue environnemental et organisation d'événements sportifs également plus sobre, plus sobre. Donc, si plus votre projet colle à ces thématiques, plus déjà vous rentrez dans le type de projet qu'on va regarder. Deuxièmement, c'est le caractère innovant de votre solution. En quoi le caractère il est nouveau, en quoi il est différenciant par rapport aux solutions disponibles sur le marché. Troisièmement, votre projet R&D, comment il est construit, comment il est structuré, quels moyens vous mettez en face, quelle adéquation finalement vous avez entre les moyens et les objectifs que vous visez. Donc ça, on va venir regarder, voir si finalement tout ça nous semble cohérent. Et puis, 2 autres critères importants, c'est le potentiel économique que va amener votre projet à votre entreprise. Hein. Donc là, on va regarder déjà le marché. Est-ce qu'il est mature? Est-ce qu'il est adapté? Enfin, votre solution, est-ce qu'elle est adaptée à ce marché? Est-ce que votre stratégie pour développer, commercialiser votre solution, elle semble pertinente? Et finalement, là où vous allez innover, est-ce que, d'un point de vue concurrentiel par rapport à l'existant, est-ce que ça fait sens? Est-ce que ça vous ouvre des opportunités commerciales? Donc ça, c'est vraiment pour le potentiel économique. Et ce qui nous tient aussi à cœur, c'est toutes ces questions d'ancrage territorial. Donc là, finalement, quelle création d'emplois pour notre territoire avec votre projet, que ce soit directement votre projet R&D ou finalement lié à votre développement économique qui va s'en suivre. Donc quels sont les impacts économiques globaux, hein. Donc là, c'est vraiment aussi dans votre filière. Voilà. Comment vous vous inscrivez dans votre filière, comment votre solution, elle contribue quelque part au développement de votre filière. Ça, on regarde. Et puis les impacts sociaux, environnementaux sur le territoire. Voilà à peu près une grille des critères qu'on regarde. Et donc, chaque projet qu'on va analyser, ayez en tête que ces 5 critères, c'est sur ces 5 critères-là qu'on se base. Alors, on va parler de choses qui, maintenant, vous intéressent, à mon avis, fortement. C'est donc l'accompagnement financier, enfin le financement, les financements qui sont octroyés. Alors, avant de rentrer dans les montants, 2 choses importantes. Le montant des financements, il va être lié à 2 grands critères. Le premier, c'est votre coût de projet. Vous voyez, la première colonne du tableau vous montre que si votre projet est inférieur à 500 000 €, ça vous donnera le droit à des types de financement spécifiques. Entre 500 000 € et 1 million d'euros, à d'autres montants, d'autres taux d'intervention. Et enfin, les gros projets à plus d'1 million d'euros donnent lieu aussi à d'autres montants de subventions et de prêts. Je vais y venir. Mais en tout cas, gardez en tête que le coût de votre projet détermine l'aide à laquelle vous allez avoir le droit, l'aide maximale à laquelle vous pouvez avoir le droit. Deuxième critère important, c'est finalement votre taille. Est-ce que vous êtes une TPE, PME? Est-ce que vous êtes une ETI? Enfin, voilà. En fonction de votre volume de salariés, on a un taux d'intervention qui s'applique. Donc, en quelque sorte, c'est notre partie de financement. Donc, 45%, vous avez un projet, je donne un montant fictif, de 100 000 €. Hein, nous, le financement auquel vous pourrez prétendre, si vous êtes une TPE, PME, ça ne sera pas plus de 45 000 € en termes de financement public. Ensuite, vous ayant dit ça, si on garde en tête la segmentation par coût de votre projet, si votre projet a un coût inférieur à 500 000 €, là, on vous verse 100% de l'aide, elle sera sous forme de subvention. Et ça peut aller jusqu'à 225 000 €. Si votre projet, le coût éligible, hein, j'entends, éligible, c'est-à-dire qu'on part sur les dépenses qui peuvent être finançables. Si votre coût de projet est entre 500 000 € et 1 million d'euros, là, une part de prêts innovation, recherche et développement et de subvention va accompagner le financement en subvention. Donc il y aura 2 tiers de financement en subvention et une partie sous forme de prêt.
Chose très importante que je n'ai pas précisé en introduction, ce dispositif il est co-géré, enfin il est géré en collaboration avec BPI France. Je vais y venir juste après sur les histoires de calendrier, mais donc eux aussi viennent apporter du financement sous forme notamment bancaire pour, vous le voyez, les projets plus costauds. Et donc aussi avec derrière des entreprises, des associations ayant des moyens aussi, une surface financière aussi capable d'absorber du prêt. Et puis enfin, les gros projets, là vous voyez, c'est 50% du financement sous forme de subvention, 50% sous forme de prêt, à hauteur donc de 500 000 € maximum pour la partie subvention et aussi 500 000 € pour la partie prêt. Et sur les dépenses éligibles, bon, grosso modo, c'est tout ce qui est frais de personnel interne, tout le personnel qui va travailler sur le projet R&D est éligible, enfin leur coût salarial est éligible. Tout ce qui va être les prestations externes pour les études techniques, juridiques, tout ce qui va vous permettre aussi, si vous avez recours à un laboratoire, à de la sous-traitance R&D, toutes ces choses-là également sont prises en compte. Alors le matériel aussi qui va être utilisé est pris en compte, mais écoutez bien, c'est l'amortissement du matériel nous qu'on prend en compte pendant la durée du projet. Donc c'est pas tout à fait le coût du matériel. Et puis voilà, je ne vais pas plus loin forcément dans le descriptif, mais vous retrouverez là dans la slide les différents coûts qui sont pris en charge. Sachez que ces coûts, on ne les invente pas, ils font partie du fameux régime que Arthur évoquait en introduction, RDI, Recherche, Développement, Innovation, qui cadre en fait les dépenses que l'on peut venir finançables. Et donc nous, on colle à ce dispositif, enfin à ce régime d'aide. Et sachez aussi que comment se fait le versement de la subvention. 60% du montant vous est versé dès le départ, à la contractualisation de l'aide, et le solde, vraiment la clôture du projet. Donc ça vous fait en tout cas 60% du montant de l'aide qui, dès le départ, vous est octroyé pour pouvoir vous utiliser ce financement pour mener à bien votre projet. Le calendrier. Alors, le dispositif, il est ouvert depuis fin novembre et les candidatures sont acceptées jusqu'au 1er mars. Donc ça laisse à peu près 2 mois pleins, voilà, mais ça arrive vite. Donc la clôture des candidatures, c'est le 1er mars à 23 h. Vous avez donc, une fois que nous, on a clôturé cette phase de candidature, la région Île-de-France va opérer un premier travail de présélection des dossiers, donc vraiment sur pièce. Puisque, je vais le détailler après, mais en gros, le dispositif InnovUp, vous allez déposer un dossier sur la plateforme Mes Démarches. Donc, vous allez sur le site de la région Île-de-France, vous retrouverez en fin de présentation d'ailleurs la page web qui est dédiée à ce dispositif. Mais dans cette page web, il y a un lien vers la plateforme Mes Démarches, qui est une plateforme sur laquelle, voilà, si vous vous êtes jamais inscrit, c'est l'occasion de le faire, puisque une fois que vous avez créé votre compte sur cette plateforme, vous pouvez postuler à tous les dispositifs régionaux auxquels vous êtes éligible. Et si vous avez déjà un compte, eh bien, tant mieux, vous n'avez pas à ressaisir un certain nombre d'informations, vous n'avez plus qu'à aller postuler sur le dispositif et vous verrez, vous aurez un questionnaire à remplir, des pièces aussi à compléter. Voilà. Je ne cache pas qu'il y a quand même des informations à nous apporter, pas trop, mais quand même un certain nombre pour qu'on puisse justement faire ce travail d'analyse sur dossier. Donc voilà, ne vous y prenez pas trop tard, c'est vraiment le point important. Donc une fois que vous avez déposé les dossiers, on est le 1er mars révolu, nous on regarde ces dossiers, on en présélectionne une partie, et ceux qu'on a présélectionnés côté région, on les pousse à BPI France qui eux vont faire une instruction plus approfondie. Donc les porteurs de projets seront contactés par un chargé d'affaires BPI France qui va donc comprendre le projet, comprendre son potentiel et bien évidemment évaluer les moyens de l'entreprise pour porter ce projet. Une fois que ce travail d'instruction est fait, on aura un jury de sélection qui sera organisé sur une journée, peut-être en 2 demi-journées d'ailleurs, entre le 6 et le 10 mai. Et une fois que ce jury se sera prononcé, on annoncera les lauréats officiellement lors du salon Vivatech. Donc ça fera quand même une belle vitrine pour les lauréats. Mais on annoncera donc les bénéficiaires de cet appel à projet sur ce salon important pour le territoire sur le plan de l'innovation. Donc, avant de conclure, quelques rappels dans les points d'attention et puis bonnes pratiques. Donc, il faut que pour postuler, vous ayez une structure qui soit constituée juridiquement, entreprise ou association ayant une activité économique. Il faut un minimum de moyens financiers. Donc là, on met capital social, mais voilà, ça peut être plutôt les fonds propres, mais il faut au moins 15 000 € de fonds propres. Ça, c'est vraiment une règle, puisque en gros, la subvention minimale qui va vous être versée, c'est 30 000 €.
Et c'est vrai que le plancher, il est que si on verse 30 000, il faut qu'il y ait à minima dans la structure 15 000 € de fonds propres. Il faut bien évidemment que votre projet R&D soit localisé en Ile-de-France. Hein. Si ce n'est pas le cas, pas possible de postuler. Quand vous allez déposer votre projet, il faut qu'on comprenne pas que l'aspect R&D, il faut qu'on comprenne dans quel cadre plus global votre projet s'inscrit. Donc vous verrez, il y aura un certain nombre de questions, mais sur aussi votre politique commerciale, marketing, voilà, tous ces éléments-là, ils sont importants, ne les prenez pas à la légère, expliquez-nous bien comment vous allez aussi, comment vous voyez la suite à ce niveau-là. Et puis, très important, les dépenses, la date des dépenses éligibles. En fait, dans les financements publics, il y a un principe fondamental qui est l'incitativité de l'aide. Pour qu'une aide soit incitative, on considère que le dépôt de dossier doit intervenir avant la réalisation de la dépense. Donc si vous êtes porteur de projet et que votre projet a déjà démarré, mais que vous voulez quand même postuler, attention, toutes les dépenses qui ont été faites avant votre dépôt de dossier. Donc le dépôt de dossier, c'est vraiment quand vous cliquez sur finaliser votre dossier sur la plateforme Mes Démarches, hein, pas quand vous ouvrez l'ouverture du dossier. Il faut vraiment, c'est la fin de la procédure, hein, que vous transmettez vraiment votre dossier complet. Voilà. C'est à partir de cette date-là qu'on prend les dépenses. Tout ce qui est avant ne sera pas pris en compte. Ça, c'est important. Et enfin, il faut que vous ayez un plan de financement équilibré pour porter votre projet. Vous verrez, il y a un plan de trésorerie à compléter. Il faut qu'on voit, vous ferez apparaître le montant de subvention sur lequel vous vous positionnez, mais il faut qu'on voit bien, en tout cas, vos autres sources de financement et si elles nous semblent crédibles pour pouvoir apprécier cette capacité qu'a le porteur de projet à financer ce projet et à assumer les risques, hein, l'incertitude qu'il y a, puisque un projet d'innovation sans aléa ne serait pas un projet d'innovation. Alors vous trouverez ici donc d'abord l'adresse mail, hein, puisque là on va s'ouvrir une petite séance de questions-réponses. Mais voilà, surtout si vous avez des questions bien spécifiques sur votre projet, c'est peut-être pas l'occasion de le faire là, mais d'envoyer un mail sur cette adresse où vous pourrez vous expliquer brièvement votre problématique et les équipes en charge du dispositif y répondront. Et vous avez aussi, en cliquant sur... en tout cas, il y a une page web dédiée sur le site de la région Île-de-France que vous pourrez retrouver. Donc en cliquant sur le lien, ou sinon tout simplement, sur le moteur de recherche du site régional, vous retrouverez l'aide sans difficulté. Voilà, j'en ai fini pour la présentation. J'espère avoir été respecté les temps. Merci beaucoup pour cette présentation très complète, Nicolas. Voilà, je pense qu'il y a peut-être des questions dans la salle. Est-ce que des personnes auraient des questions? J'en vois une là-bas. Je vais... Allez, passer le micro à la personne. Bonjour à tous, c'était très clair. Juste un point par contre sur une slide antérieure, si on peut revenir en arrière. Ouais, encore. Voilà. Celle-ci sur la fin, en fait, c'est qu'il y a marqué pas de durée d'existence minimale, mais après il y a marqué au moins 1 an d'existence avec clôture comptable. Donc c'est un peu contradictoire. Oui, vous n'avez pas tort, effectivement. Alors effectivement, donc... Merci pour la petite coquille, je pense. C'est ce que ça signifie. Donc, si jamais votre structure a été nouvellement créée, qu'effectivement vous n'avez pas encore de bilan comptable, donc c'est pas un souci. Donc, mes excuses pour cette coquille. Ce qui va se passer, par contre, c'est que le chargé d'affaires, en tout cas dans le dossier que vous avez déposé, expliquez bien quels sont tous les moyens financiers que vous avez à disposition. Ça, c'est vraiment fondamental, puisque nous, comme on n'a pas quelque chose d'estampillé comptablement, administrativement, sur vos moyens financiers, ça sera à vous de bien apporter la preuve et tous les documents nécessaires pour savoir si vous avez réussi à obtenir un prêt, ou vous allez, vous, en tant qu'actionnaire, dirigeant, mettre la main à la poche un peu plus fortement. Enfin, en tout cas, expliquez-nous bien tous ces moyens financiers si vous n'avez pas encore de bilan comptable. Ou même, imaginez vous avez déjà peut-être certains revenus commerciaux. Voilà, montrez-nous les contrats que vous avez signés, sur quel montant ça porte. Enfin, voilà. Toutes ces preuves-là, si jamais vous n'avez pas encore d'exercice comptable, et même d'ailleurs, même si vous en avez un, tout ça, ça compte. Voilà. Mettez ces informations-là, si elles appuient votre dossier, elles sont importantes. Et merci de votre vigilance. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions dans la salle? Sinon, je vais passer aux questions en ligne. Oui, juste petit rappel, si vous posez les questions en ligne sur l'onglet questions et non chat, s'il vous plaît. Voilà, donc j'ai quand même 2 questions. Il y a Laurent Prével qui demande si le e-sport peut être inclus dans ce dispositif.
Donc, Laurent, le e-sport est bien inclus dans le dispositif. C'est vrai qu'on ne l'a pas mis en avant spécifiquement, mais voilà, le e-sport est bien une discipline, hein, même c'est considéré comme tel, mais en tout cas rentre bien dans le cadre du dispositif. Ce qui est important, attention, c'est que, et je ne l'ai effectivement pas assez mentionné, les innovations qu'on va financer, c'est des innovations qui doivent être commercialisées, qui ont vocation à être commercialisées, qui ne le sont pas encore, mais qui ont vocation à l'être, ou s'il s'agit d'une innovation interne, il faut que déjà que son caractère innovant soit marqué et quelque part qu'il favorise le développement de votre activité. Si c'est du e-sport, parce que le e-sport, il y a aussi des équipes sportives de e-sport, hein. Attention, si c'est des équipes sportives de e-sport, pour moi, on se rapproche de l'idée des clubs et centres sportifs ou autres. Donc, voilà, n'hésitez pas, si vous avez un doute, hein, tous les acteurs du e-sport, vous envoyez un mail, vous expliquez brièvement qui vous êtes et votre projet, et on répondra aux interrogations. Mais pour la faire courte, le e-sport est intégré, mais si on est vraiment dans l'esprit purement sportif d'un club, enfin je ne suis pas expert du e-sport, mais on voit qu'il y a des sortes de clubs qui se développent et qui développeraient des choses uniquement pour leur intérêt, sans qu'il y ait quelque part une vocation à commercialiser ce qu'ils ont inventé. Là, on est sur une ligne de crête et il vaut mieux m'envoyer un mail, enfin en tout cas envoyer un mail sur la boîte pour qu'on puisse y répondre avant que vous candidatez, pour ne pas faire de déception. Merci. Et enfin, une autre question de la part de Pierre Noro. Est-ce que les associations qui candidateraient font l'objet de règles de participation spécifiques ? Alors, les associations, là où elles sont vues de façon spécifique, c'est que déjà, en termes de moyens financiers, enfin de structuration par exemple des fonds propres, on n'est pas sur la même structuration qu'une entreprise commerciale classique. Donc ça, les équipes de BPI France, hein, qui instruisent les dossiers, puis nous-mêmes, hein, on est familiarisés à cela. Mais donc, on va regarder, bien évidemment, à vous de bien porter à la connaissance ou de vulgariser, hein, si vous sentez que c'est nécessaire, de vulgariser vos éléments financiers, et notamment sur la partie fonds propres. Il y a notamment quelque chose sur lequel on va regarder. Les associations ont des parts de financement public qui peuvent être plus importantes que des entreprises classiques. Donc, expliquez-nous quelle est cette part, dans quelle mesure, quelle part elle représente dans vos produits d'exploitation, et dans quelle mesure c'est quelque chose de pérenne ou pas pérenne. Voilà, mais effectivement, une association, on va la regarder on va changer la paire de lunettes pour y adapter des critères plus propres à l'associatif, mais avec toujours cette même problématique qui est: est-ce que cette association a les moyens financiers pour porter son projet? Ça, la question finale reste la même, mais les critères, on va dire, qu'on va regarder peuvent légèrement varier. Merci. Et je crois qu'on a une autre question dans la salle. Bonjour, moi c'était plus pour avoir des éléments de cadrage. Est-ce que vous êtes fixé une enveloppe, vous, la région, pour financer? Et deux, est-ce qu'il y a une temporalité? Ça veut dire je peux faire mon projet sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ce genre de choses? C'est une bonne question, effectivement. Alors, je vais répondre sur la fin. Donc, pour ce qui est de la temporalité, c'est des projets sur 18 mois. Effectivement, je n'ai pas précisé, et qui ont vocation à démarrer assez rapidement. C'est-à-dire que là, on clôture l'appel à projet le 1er mars. Si le projet il a vocation à démarrer fin 2024, bon, on va regarder ce qui va aussi compter. Nous, à chaque fois qu'on a un dossier, si on regarde un peu tous les critères, si on a quelque chose de très innovant qui va démarrer un peu plus tard, bon, on est susceptible de dire allez, on est prêt à attendre un peu parce que ça représente vraiment quelque chose d'intéressant. En revanche, s'il y a un caractère innovant faible et que le projet doit être mené vraiment pas avant 9 mois, bon, là, c'est quand même un peu plus embêtant. Maintenant, votre première question, c'était sur l'enveloppe. L'enveloppe. Donc, comme en fait, Innovup, cet appel à projet, c'est une déclinaison d'Innovup. En fait, on vient un peu piocher dans le budget d'Innovup. Donc, on n'a pas de montant forcément figé. Tout va dépendre de la qualité des projets qu'on va avoir. Donc, nous, on a une enveloppe qui va de 1 à 2 millions d'euros. D'accord ? On cible entre 10 et 15 lauréats. D'accord ? Mais en fait, ça va varier. Ça va dépendre aussi de la volumétrie des dossiers et de la qualité des dossiers. Si on a beaucoup de dossiers et de qualité, eh ben, on est en année olympique, hein. La région se fera une joie d'accompagner ces porteurs de projets. Hein. Si vous rentrez dans les problématiques que l'on vise et si vous avez des projets innovants, bon, bah, on va suivre. Hein. Mais bon, si on a un peu moins de dossiers, bon, bah, le budget aussi s'ajustera aussi un peu plus à la baisse. Ça va vraiment dépendre de ce qui va nous être soumis. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres... il me reste une dernière question peut-être dans la salle. Alors, pour une association qui porte un projet qui va se réaliser en septembre et qui a été labellisé par Paris 2024,
c'est possible de participer. Alors, c'est possible, effectivement. Deux choses importantes. La première, c'est qu'il faut que ce soit une association qui ait un projet entrepreneurial. C'est-à-dire, il y a une vocation. Finalement, dans les activités que va proposer l'association, en tout cas, le projet que vous portez va, quelque part, développer vos ressources commerciales. Il donne lieu à la prestation de services ou de produits avec une vocation commerciale, c'est la première chose. Mais si c'est bien le cas, on est bon. Peut-être point de vigilance sur des doublons de financement public. Attention, si jamais il y a d'autres financements qui doivent accompagner le projet que vous portez, soyez bien attentifs à pas faire de doublons dans le financement, ou s'il y a doublons, alors j'ai plus toutes les règles en tête, mais il me semble que selon le type de dépenses, il ne faut pas dépasser 50% et peut-être même un peu moins sur d'autres types de dépenses. Mais voilà, c'est peut-être juste ça les points de vigilance, mais sinon, même votre labellisation constitue un point important, puisqu'on se dit que voilà, vous avez déjà été repéré, certifié quelque part par une autre institution, et ça c'est un point positif. Voilà, merci beaucoup pour... on a encore une dernière question, je vois qu'il suscite beaucoup d'intérêt ce dispositif. Merci, c'est peut-être redondant par rapport à ce que vous venez de dire. Donc la question, elle est par rapport à des entreprises qui ont déjà d'autres projets sur d'autres thématiques, déjà financés par la BPI par exemple. Donc comment ça se passe justement le cumul ou l'étude par rapport aux fonds propres, parce qu'on a déjà eu, dans notre cas, on a déjà eu un financement qui a pris en compte notre fonds propre pour un crédit BPI. Donc est-ce que ça pourrait être bloquant pour un nouveau projet sur cette thématique-là par exemple? Alors déjà, première chose, si le projet est complètement différent, en tout cas vous pouvez à la fois postuler sur notre dispositif et continuer le projet, en tout cas, tant que ce sont deux projets différents, vous pouvez postuler. Après, sur la partie plus analyse financière, c'est BPI qui va vraiment, eux, déterminer toute cette analyse financière, et en plus, si c'est leur produit à eux, c'est eux qui vont déterminer dans quelle mesure le porteur de projet supporte déjà un prêt à ce niveau-là ou autre. Donc, pour ce qui est de ce deuxième projet à financer, mais j'ai envie de dire, c'est un avantage. Moi, je le vois vraiment comme un avantage. BPI vous connaît, à moins que vous soyez... BPI vous connaît vos moyens financiers, donc il y a déjà une relation qui est en place, et ça pour moi c'est positif. Ils connaissent aussi le sérieux de votre entreprise, la qualité de votre projet, ils ont déjà une base sur vous, et ça c'est un très bon point. Là où ils vont devoir repartir de zéro sur un nouveau dossier, vous, votre dossier, ils le connaissent déjà, donc c'est plutôt positif. Maintenant après, sur précisément comment ils vont adapter leur analyse financière, je ne sais pas, mais je leur fais toute confiance pour déterminer le bon point d'équilibre et faire que leur objectif à eux, c'est d'accompagner un porteur de projet sans non plus le noyer sous des financements ou par exemple un niveau de dette qu'il ne pourrait pas rembourser. Mais en tout cas, c'est lui donner les meilleures marges de manœuvre d'un point de vue financier pour qu'il puisse se développer. Merci. Donc on va pouvoir continuer, donc s'il n'y a pas d'autres questions. Donc voilà, merci pour cette présentation de ce dispositif, Nicolas, merci. À moins de 200 jours des Jeux Olympiques de Paris désormais. Donc, je vais reprendre la zapette. Donc on va enchaîner sur les autres dispositifs régionaux. Pour l'aide à l'innovation. Donc notamment la réouverture de l'appel à projet InnovUp Leader PIA, qui soutient l'émergence des futurs leaders sur le marché francilien. Donc voilà, le dispositif a été relancé très logiquement puisqu'il était prévu 82 millions d'euros sur l'ensemble de la période 2021-2025. Donc voilà, il a été relancé mi-décembre et il est ouvert sur cette nouvelle vague jusqu'au 5 avril 2024. Donc il sert à accompagner des entreprises sur des projets en général de 12 à 24 mois pour des projets avec une enveloppe comprise entre 150 000 euros à minima jusqu'à 1 million d'euros. Excusez-moi. L'aide apportée par BPI France se fera entre un mix entre de la subvention, à 2 tiers en subvention, et un tiers en avance récupérable. Donc toutes les TPE, PME et ETI franciliennes sont éligibles à ce dispositif. Il faut que le projet ait un impact direct sur le territoire francilien et qui permette à l'entreprise de se développer au niveau national, voire même international à terme.
Les critères de sélection de cet appel à projet, ça va être le degré de rupture et le caractère innovant du projet par rapport à l'état de l'art dans le domaine. Le potentiel commercial, voilà, qui est très important à mettre en avant. Voilà, qu'est-ce que ce projet va vous apporter, comment ça vous permet d'avoir un temps d'avance sur vos concurrents. Également les retombées économiques et les emplois sur le territoire francilien, étant donné que voilà, c'est un dispositif de la région. Donc également, il faudra y mettre en avant les externalités socio-économiques favorables du projet sur le territoire francilien et bien souligner l'aspect environnemental de votre projet, même si vous adressez des thématiques qui ne sont pas directement a priori liées à l'écologie et autres. Voilà, il faudra bien également appuyer la qualité du projet et la capacité du porteur à porter le projet, donc avec une équipe dédiée qui est compétente pour porter le projet. Donc, si vous souhaitez bénéficier d'un accompagnement de Cap Digital sur ce dispositif, nous attendons vos projets jusqu'au 15 mars 2024. Donc, comme je le présentais en début de présentation, donc on va pouvoir solliciter nos experts qui vont vous faire un retour sur votre projet et donc qui pourra être le cas échéant labellisé si le projet est assez innovant. Et donc vous pourrez joindre ce label à votre candidature. Oui, alors, je suis resté, je ne suis pas encore parti. Oui, je suis resté puisque effectivement, Innovap Leader PIA, donc je peux vous donner quelques informations complémentaires. Gardez en tête, c'est vraiment le sous-titre qui est important, c'est soutenir l'émergence de futurs leaders. Leader PIA, c'est le Innovap plus de notre politique d'innovation. Donc il y a 3 choses. D'ailleurs, vous voyez dans les critères de sélection, hein, on retrouve finalement une base de critères assez commune à celle du dispositif sport et événementiel durable. Mais dans Leader PIA, ce qui va aussi compter, c'est premièrement le caractère innovant. Là, vraiment, on vient voir, enfin c'est surtout ça qu'on attend à travers ce dispositif, c'est de voir des projets qui présentent un caractère nouveau, différenciant par rapport à l'existant. Ça, c'est très important. La deuxième chose, c'est le potentiel commercial, quoi. Là, comme je vous dis, leader égale pour nous, leader de demain, développement commercial. Il faut que cette innovation, elle soit au service d'une accélération de votre activité qui soit notable. Et enfin, troisième chose, leader dit aussi, pas que leader français, leader, nous, notre échelle, elle est internationale. Hein. Donc on va, tout ce qui est projet avec des perspectives internationales, ça c'est important. Donc c'est vraiment ces 3 critères qu'on regarde sur leader PIA, hein. Caractère innovant, potentiel commercial, capacité à aller à l'international avec cette innovation. Oui, tout à fait. Et donc les types de projets attendus doivent couvrir certaines thématiques qui sont listées dans le cahier des charges de l'appel à projet. Donc voilà, c'est vraiment important de s'insérer dans l'une de ces thématiques-là qui sont portées par la région, qui sont assez détaillées pour certaines thématiques. Donc on va avoir donc tout ce qui est donc, numérique, qui peut vous intéresser, avec certaines sous-thématiques, on va dire, qui sont citées ici. Et donc voilà, c'est important de s'insérer sur l'une de ces thématiques. Et pour les ETI franciliennes, il y a des thématiques encore plus précises voilà, dans lesquelles il faut s'insérer. Voilà pour cet appel à projet de la région. Également un autre appel à projet intéressant, donc l'appel à projet IDEMO régionalisé, donc, qui est le pendant de l'IDEMO mais au niveau régional. Qui lui est ouvert jusqu'au 24 avril prochain. Enfin, il est ouvert comme pour Innovap Leader PIA jusqu'en 2025, mais la prochaine relève se fera le 24 avril. Là, on est sur des projets un peu plus importants parce qu'on est sur des projets collaboratifs. Donc forcément, les enveloppes sont plus importantes. Pour des projets qui sont compris entre 24 mois à 60 mois. Donc des projets qui sont entre 1 million et 4 millions d'euros. Et donc là, on va avoir davantage de structures éligibles, donc TPE, PME, ETI, grandes entreprises et labos de recherche qui peuvent donc participer au consortium. Donc voilà. Sur celui-ci, vous pouvez également bénéficier de la labellisation de Cap Digital. L'avantage sur ce dispositif, en plus d'être un gage de qualité, le label apporte une bonification au taux d'aide maximum apporté par France 2030 sur les projets lauréats.
Donc il vise avant tout cet appel à renforcer les acteurs industriels et de services sur les marchés porteurs afin de constituer ou confronter des niveaux produits aux services innovants et à forte valeur ajoutée. Et donc voilà, l'idée c'est d'avoir vraiment un aspect collaboratif important entre acteurs franciliens sur des domaines et technologies clés que l'on voit listés ici. Donc voilà, si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter. On est aussi en relation avec d'autres pôles de compétitivité pour voilà, favoriser l'émergence de projets sur ce dispositif. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé par ce programme. Pour continuer, donc, deux autres appels InnovUp expérimentation, donc, qui sont qui sont sur la base du même programme InnovUp que Nicolas présentait tout à l'heure. Donc, certaines règles qui vous ont été présentées sont identiques sur ce programme, mais là on va s'intéresser à des expérimentations dans le domaine de la transition écologique des territoires. Donc ces expérimentations elles vont être menées conjointement entre un porteur de solutions innovantes, qui peuvent être une TPE, une PME et une ETI, également des associations, mais comme tout à l'heure, des associations ayant une activité économique, et de l'autre côté, donc un territoire francilien qui va accueillir l'expérimentation, qui va permettre de venir tester avant la mise sur le marché l'expérimentation, la solution innovante, pour mieux l'adapter du coup à la clientèle future et voilà, finaliser la solution proposée. Et donc ces terrains d'expérimentation, ils peuvent être de plusieurs natures. On va rencontrer dans la plupart des cas des collectivités territoriales, mais on peut avoir également des syndicats mixtes, des entreprises privées en situation de délégation de services publics. Voilà, il y a plusieurs cas de figure qui sont possibles en tant que terrain d'expérimentation. Ce qui est important de garder en tête pour les terrains d'expérimentation, c'est qu'ils doivent mettre à disposition à titre gratuit voilà, soit une infrastructure, un jeu de données. Voilà, le terrain d'expérimentation est assez large. Et donc plusieurs solutions peuvent être testées conjointement entre le porteur de solutions et le terrain. Donc sur ce dispositif, nous on est partenaire opérationnel de la région Île-de-France, aux côtés de Construire au futur, Habiter le futur et de la fondation Solar Impulse. Et donc on vous accompagne à ce titre. On vous accompagne tout d'abord pour faire un premier rendez-vous diagnostic de votre projet, s'assurer qu'il correspond bien aux attendus de ce programme. De financement. On vous accompagne également pour pouvoir faire de la recherche de terrains d'expérimentation. Si vous ne connaissez pas de terrain qui pourrait accueillir votre expérimentation, on peut activer nos réseaux pour tenter de vous trouver le terrain qui vous correspond. Et voilà, on va ici vous accompagner pour la structuration de votre projet, pour l'ingénierie du projet. Donc, on ne va pas rédiger le projet à votre place, mais on va pouvoir vous donner quelques conseils, quelques bons conseils à prendre en vue du dépôt auprès de la région. Donc voilà, on peut également mettre en visibilité votre projet lors d'événements dédiés sur ce programme. Donc voilà pour celui-ci, et on va avoir également un deuxième appel à projet d'expérimentation qui est une expérimentation Silver Economy et bien vieillir. Donc là qui vise, comme son nom l'indique, des projets dans le domaine de la Silver Economy et de l'accompagnement au vieillissement de la population. Donc avec 5 domaines prioritaires clés, donc qui vont être la santé, la prévention, le soutien aux aidants, l'inclusion sociale et la mobilité et l'aménagement. Les modalités vont être les mêmes. On est sur des expérimentations de 6 à 18 mois avec des taux d'intervention qui seront les mêmes. Donc voilà. Sur ces deux appels à projets, ce que je n'ai pas précisé avant, donc InnovUp expérimentation, transition écologique et Silver Economy, on n'y a pas de date de relève spécifique, c'est ouvert au fil de l'eau, donc vous pouvez candidater quand vous le souhaitez. Voilà. Sur celui-ci, on va être également partenaire opérationnel aux côtés de cette fois-ci de Silver Valley, donc pôle de compétitivité actif dans le domaine de la Silver Economy, et on va pouvoir également proposer le même accompagnement que sur lui présenté juste avant.
Donc voilà, de la recherche de terrain, de l'expertise pour votre dossier de candidature et de la mise en visibilité si vous êtes lauréat. Donc voilà pour ces 2 InnovUp expérimentations. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle ou en ligne avant que nous passions sur les appels à projets nationaux. Je ne sais pas si Jennifer, est-ce qu'il y a des questions en ligne ou... Je ne savais pas si mon micro était bien branché. Donc j'espère que vous m'entendez bien. Je suis ravie également que vous soyez parmi nous ce matin pour ce nouvel R&D Corner et le premier de l'année 2024. Donc je vous souhaite déjà tous mes vœux à tout le monde. Oui, on avait une question de Manuel sur l'appel à projet transition écologique des territoires. Il demandait s'il s'appliquait uniquement en région Île-de-France. Alors oui, exactement. C'est comme c'est des dispositifs proposés par la région Île-de-France et opérés par BPI France. On est sur des expérimentations en région Île-de-France avec des porteurs de solutions qui doivent être implémentés sur la région. Donc comme le disait tout à l'heure Nicolas, alors, si la société n'a pas directement son siège social en Île-de-France, il faut à minima qu'elle développe ses activités sur la région et que l'équipe projet soit basée sur le territoire francilien. C'est vraiment essentiel. Quant au terrain d'expérimentation, ça doit être également une collectivité, ou voilà, ça peut être n'importe quel type de terrain que j'ai présenté précédemment, mais bien sûr basé sur le territoire d'Île-de-France. Merci beaucoup pour ta réponse, Arthur. Alors, je ne vois pas d'autres questions. Juste pour rappel, pour la question précédente, rappelez-vous globalement, et c'est ce que j'ai remis dans le chat, que vous ne pouvez pas être aidé 2 fois pour le même projet. Donc, à chaque fois que vous demandez si vous pouvez cumuler des financements, il faut bien garder en tête que pour le même projet, vous pouvez être aidé qu'une seule fois, puisque pour tout appel à projet, c'est valable pour les appels à projet de la région Île-de-France, mais c'est valable pour tous les autres appels à projet, à chaque fois, on vous demande de prendre une part de risque en même temps que les financeurs prennent une part de risque. Donc, ça veut dire que à chaque fois, vous devez cofinancer le projet sur vos fonds propres, et c'est pour ça qu'il y a toutes ces règles de minimum de fonds propres, etc. Et si jamais vous cumulez les appels à projets, même sur des projets différents, il faudra montrer que vous avez également les capacités financières, c'est-à-dire le cumul des fonds propres pour aller supporter ces différents projets que vous portez. Donc voilà, rappelez-vous bien cette règle, c'est toujours la même. Les financeurs prennent une part de risque avec vous, mais il faut aussi que vous preniez cette part de risque avec eux. Et globalement également, pour savoir quand est-ce que vous pouvez commencer votre projet, dans la plupart des appels à projets, les frais sont éligibles à partir du lendemain du dépôt de votre dossier. Donc voilà, pour vous donner une idée, vous pouvez évidemment commencer votre projet plus tard, mais à partir du moment où vous avez déposé votre projet, vous avez déjà la possibilité d'entamer votre projet et les frais seront éligibles évidemment si vous avez la chance d'être lauréat. Oui, je vois qu'il y a une question dans la salle. J'ai une question sur une possibilité que le projet il répond à une thématique qui est à cheval entre 2 appels à projet. Donc il peut répondre et à l'une et à l'autre. Donc là, la candidature, on l'a fait dans l'une, dans l'autre, ou on peut faire la 2 avec enfin, je ne sais pas si c'est des cas qui arrivent souvent. Alors ça peut arriver. Nous, on est là aussi pour vous orienter vers le meilleur appel à projet qui correspond le plus au projet que vous développez pour le poser soit dans l'un, soit dans l'autre. Il est arrivé à ce qu'un projet se dépose dans 2 appels à projet. Évidemment, si vous avez la chance d'être lauréat, on vous demandera de choisir entre les 2 sur votre projet. Mais vraiment, ça mérite quand même
qu'on regarde votre projet et de vous positionner sur le meilleur appel qu'on pense être le plus adapté à votre projet. Oui, voilà exactement. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez nous contacter, on pourra faire un rendez-vous et donc on verra, on essaiera de comprendre votre projet dans sa globalité pour essayer de voir dans lequel appel à projet il s'inscrirait le mieux, parce qu'il y a probablement une des thématiques qui est peut-être plus forte que l'autre et du coup qui permettrait de plus l'orienter vers l'un des appels à projet plutôt que l'autre. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans la salle ou en ligne. Autrement, on va poursuivre. En ligne. Mais il n'y en a pas dans la salle non plus, visiblement. On va du coup poursuivre avec les appels à projets nationaux. Merci beaucoup à notre invité. J-199 des JO, on va entamer les appels à projets nationaux du plan France 2030. Juste pour rappel, la politique de France 2030 sur les appels à projets, vous avez une partie de l'enveloppe financière qui est dédiée à de l'innovation qu'on dit dirigée, qui répondent à des stratégies d'accélération du gouvernement, donc des sujets sur lesquels vraiment le gouvernement veut maximiser en fait les investissements pour accélérer sur des technologies clés. Et puis une innovation plus structurelle qui là concerne toutes les thématiques et qui sont notamment sous forme d'appels à projets qui reviennent par vagues. Donc on va commencer tout de suite par l'innovation dirigée. Est-ce que tu peux passer les slides s'il te plaît, Arthur ? Merci beaucoup. Donc voilà, je le rappelais, la grande stratégie en ce début 2024, rappeler un petit peu la grande stratégie du plan France 2030. L'objectif, c'est vraiment de transformer durablement l'économie. Donc vous voyez une importante enveloppe financière avec 10 objectifs qui sont clairement établis et qui vont servir justement les stratégies d'accélération du gouvernement, des leviers pour essayer d'adresser cette transformation de l'économie au nombre de 6 donc, qui sont ici rappelés. Et évidemment la mise en œuvre de cette stratégie, de ce plan France 2030 par les principaux opérateurs qui sont également rappelés. Donc, on va les voir, mais principalement donc, Bpifrance, l'ADEME, la Caisse des dépôts et puis évidemment l'ANR. Merci. On va commencer par l'appel à projet Econum qui revient sur sa deuxième vague et qui clôture le 29 février. Donc pour l'instant, ce sera la dernière vague de cet appel, mais il sera peut-être reconduit, on n'a pas les informations pour l'instant, mais en tous les cas, voilà, gardez en tête qu'on a une deuxième vague de cet appel à projet Econum. Il y a eu beaucoup de dépôts de dossiers sur la première vague. Et donc là, on en est sur cette deuxième vague. Ça concerne bien la stratégie d'accélération du gouvernement sur la transition écologique du numérique. Donc voilà, une stratégie d'accélération qui vient d'émerger, qui a émergé en milieu d'année dernière. Et donc on va sur des appels à projets qui vont de l'éco-conception en passant par le réemploi et les modèles de production responsables, qui touchent évidemment l'empreinte environnementale du numérique. C'est un appel à projet qui peut être individuel ou collaboratif, sur une durée inférieure à 36 mois et dans des budgets qui peuvent aller de 300K jusqu'à 5 millions d'euros. Les taux d'aide sont toujours les mêmes, c'est un mix entre de la subvention et de l'avance remboursable ou du prêt, et les taux d'aide peuvent varier en fonction du degré de rupture des différents work packages que vous pouvez adresser dans votre projet. Donc là aussi, on a accompagné des candidats sur la première vague de cet appel à projet, puisque vous savez, cet appel à projet, il rentre exactement dans la feuille de route de Cap Digital sur le numérique éco-responsable. Donc vraiment, nous soutenons énormément ces projets chez Cap Digital. Donc si vous avez un tel projet et que vous n'avez pas postulé sur la première vague, n'hésitez pas à nous appeler.
pour qu'on puisse faire un premier diagnostic de votre projet et regarder comment il peut s'insérer dans cette nouvelle appel. Pour la demande de labellisation, gardez en tête que plus vous nous contactez en avance et mieux c'est. Le plus tôt, c'est le mieux, qu'on puisse vous diriger vers le bon appel à projet. Et si vous avez déjà un projet qui est déjà construit et que vous souhaitez être accompagné par nos experts et obtenir le label de Cap Digital, il nous faut à minimum 3 semaines, 1 mois c'est mieux, pour pouvoir recevoir votre dossier et avoir les retours sur votre dossier. On organise également ce qu'on appelle des expert camps, c'est-à-dire des dates pour venir présenter votre projet auprès de nos experts pour qu'ils puissent directement vous donner les meilleurs conseils pour améliorer votre dossier jusqu'au moment du dépôt. On va passer au suivant. Un rappel aussi, on le présente souvent. C'est l'appel à projet solutions innovantes pour les réseaux 5G et 6G. La prochaine clôture de l'appel est le 28 février également. Donc, pareil, hein, une deadline pour nous contacter à minimum 3 semaines avant. Donc, on a fixé au 7 février. Mais n'hésitez vraiment pas à nous appeler dès maintenant si vous avez un tel projet. Il y a beaucoup d'efforts du gouvernement sur cette stratégie d'accélération 5G, 6G. Et notamment, nous faisons partie du comité stratégique de filière pour les infrastructures numériques qui porte également les candidatures franciliennes, aussi bien nationales qu'à l'Europe. Donc, si vous êtes dans cette démarche et que vous avez un projet innovant, que vous faites partie développer des solutions d'infrastructures numériques, n'hésitez pas également à nous contacter. Donc, pareil, hein, pour toutes les stratégies d'accélération, les appels à projets qui en découlent sont souvent des appels à projets qui peuvent être soit individuels, soit collaboratifs. C'est pour ça que je vous dis qu'à partir du moment où ils sont collaboratifs, il faut nous contacter dès que vous le pouvez. Nous pouvons vous aider à trouver des partenaires pour votre projet si jamais il vous manque soit une technologie clé, soit que vous souhaitez rejoindre un consortium parce que vous avez un cas d'usage à apporter ou une technologie à apporter. Donc, ce sont des projets qui sont attendus de 18 à 60 mois avec des budgets qui peuvent aller jusqu'à 2 millions et 1 million d'euros s'il est porté par une PME seule. Et comme je vous disais, les taux d'aide sont toujours les mêmes et en fonction du degré de rupture de l'innovation que vous portez dans les différentes étapes de votre projet. Donc, les propositions attendues, ça peut aller du lancement de travaux R&D concernant les évolutions de la 5G et la préparation de la 6G, l'amélioration de l'impact environnemental des réseaux de télécom. Il y a un groupe de travail qui s'est constitué sur cette problématique. Comme vous savez, c'est une problématique qui est adressée de plus en plus fortement par France 2030 et notamment ça conditionne maintenant les zones, les supports de BPI France, de l'ADEME, des dépôts. Donc, on a vraiment là une catégorie qui est dédiée à cette amélioration de l'impact environnemental des réseaux. Donc, en complément de la stratégie d'accélération du gouvernement sur le numérique responsable, dont l'appel à projet économique que je viens de vous présenter découle, et le développement de solutions souveraines pour les réseaux télécoms. Hein. Donc, on est là sur des solutions de confiance et de sécurité, de fiabilité. Donc, si on passe au dernier appel à projet qui est, lui, ouvert un petit peu au fil de l'eau depuis quelques temps. Je l'ai remis ici si vous êtes intéressé. C'est l'appel à projet espace de données mutualisées. Donc ça, c'est une typologie de projet qui est quand même très spécifique puisque ça doit être porté par une société seule, mais une société de projet, sur des plateformes de données mutualisées. Là, on vous conseille vraiment de nous contacter très en amont du dépôt de projet, dès que vous le pouvez.
contactez-nous, on peut vous aider à faire consortium, on peut vous aider à trouver des cas d'usage, on peut vous aider à monter le projet, à vous mettre en relation avec des porteurs de projets qui ont monté aussi un projet de cette envergure et qui ont été lauréats pour tout ce qui est bonne pratique sur cet appel à projet qui a une ingénierie un peu spécifique, mais qui est un bel appel à projet pour financer des espaces de données mutualisés avec des budgets conséquents. Et une aide qui est également conséquente. On a également un petit recul sur les appels à projets qui ont été lauréats. Et donc, on peut vous donner un petit peu les thématiques qui restent d'intérêt et qui n'ont pas été adressées sur cet appel à projet. Donc, pareil, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez un tel projet. Merci Arthur. Et, merci. Oui. Est-ce qu'on a des questions? Alors, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Je ne vois pas de questions sur ces appels à projets. En revanche, en ligne, on a une personne qui demande sur 2 autres appels à projets si on a des nouvelles des appels à projets des stratégies nationales d'industrie culturelle et créative et notamment solutions de billetterie innovantes. Alors oui, je ne l'ai pas présenté, on a fait une petite sélection, hein, je ne l'ai pas présenté, mais cet appel à projet est toujours ouvert. Je pourrais le rajouter dans les slides quand on enverra les slides à l'issue de ce R&D Corner, parce que évidemment vous recevrez les slides et le replay, mais il est toujours ouvert également et on accompagne aussi cet appel à projet. Donc pareil, n'hésitez pas à nous contacter. Merci. Donc s'il n'y a pas d'autres... Ah, si j'ai une autre question dans la salle. Bonjour. Donc sur les projets nationaux, j'ai l'impression que les montants indiqués ont l'air assez conséquents. Est-ce que les petites structures ou les projets, est-ce que là, on va dire, là on est conditionné par la taille du projet sur ces projets nationaux-là? Oui, après c'est pour ça qu'ils sont aussi ouverts à consortium, c'est pour que des plus petites structures puissent venir compléter les consortiums qui sont montés, et notamment c'est très bien vu quand on a un projet collaboratif et même obligatoire dans certains appels à projets qu'il y ait une PME dans le consortium. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils sont ouverts au collaboratif, c'est pour que de plus petites structures puissent également avoir une part dans ces appels à projets-là et puissent constituer un consortium ou compléter un consortium sur ces appels à projets-là avec des porteurs qui auront plutôt des reins un peu plus au fil lead pour aller adresser et porter le projet. Donc en tant que partenaire, oui, c'est tout à fait possible. Sauf si vous avez les fonds propres en conséquence, là, il n'y a pas de problème. Ok, super. Merci. On va du coup passer aux appels à projets nationaux d'innovation structurelle. Je te laisse poursuivre. Arthur, donc comme je vous le disais, hein, ça c'est le deuxième volet de France 2030, c'est les appels à projets qui portent des innovations structurelles. Donc évidemment, les appels à projets génériques de l'Agence nationale de recherche, et puis les appels à projets qui sont opérés par BPI France et l'ADEME, qui sont les appels à projets Innov. Donc ça, c'est les appels à projets du concours d'innovation. Donc tout à l'heure, on vous présentait Innov Leader PIA. Hein. Innov, c'est un petit peu le versant national de Innov Leader PIA. C'est vraiment pour faire émerger les porteurs de projets, les leaders de demain sur des innovations qui peuvent être de toute thématique. Donc, le Innov, pour l'instant, est clos sur la dernière vague, mais il devrait ressortir très prochainement. Je pense que d'ici la fin janvier, on devrait avoir la nouvelle date de sortie de Innov pour une clôture vers mars-avril. Classiquement, il y a toujours 2 relèves par an, une en mars-avril et puis une autre en septembre-octobre. Donc voilà, je pense que dans le prochain R&D Corner, on pourra vous présenter cet appel à projet Innov. Et dans celui-là, on va donc vous présenter le concours d'innovation iLab qui vient de réapparaître. Hein. Celui-là, il
il y a une vague par an. Classiquement, début février, enfin elle clôt début février, elle ouvre en décembre, on vous l'a présenté lors du dernier R&D Corner. Donc là, on est vraiment sur un appel à projet vraiment très intéressant parce que c'est le seul qui n'est pas conditionné à vos fonds propres. Il doit être porté par une personne et ça a vraiment pour vocation de faire du transfert technologique de la recherche vers le monde industriel. Donc là, on est sur un concours très sélectif qui vient subventionner les plus beaux projets, les plus innovants sur des technologies clés qui sont issues de la recherche. Donc on est à la 26e édition de ce concours d'innovation. Et les critères de sélection, comme je vous les ai listés, donc c'est évidemment le caractère innovant de la technologie, avec une preuve de concept quand même établie, même si on peut accepter des TRL assez bas sur cet appel à projet, parce qu'on est vraiment sur du transfert technologique. On regardera quand même des projets avec une preuve de concept établie et évidemment un potentiel significatif de développement et de création de valeur. Donc, vous comprenez, c'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir déjà créé votre entreprise pour postuler à cet appel à projet. Ça peut être Antécréation ou des entreprises créées il y a moins d'1 an. Et ce qui va être regardé, c'est évidemment la technologie, mais également l'équipe qui porte le projet et votre capacité à vous dédier à ce projet pendant le temps du projet, pendant le temps du financement. Donc l'équipe est vraiment très importante et la plupart du temps, on cherche évidemment des binômes chercheurs avec des profils plus business, puisque le but, c'est bien la commercialisation d'un produit in fine. Donc des projets de 12 à 36 mois. Vous pouvez être financé jusqu'à 1 million d'euros avec une aide qui est plafonnée à 600K de sub et avec évidemment un accompagnement puisque, comme je vous disais, ça peut être des projets très early stage et donc on vous accompagnera, avec l'aide aussi d'experts qui vous accompagneront tout au long de votre projet et de votre création d'entreprise. Donc vous pouvez postuler jusqu'au 1er février et n'hésitez pas, on a déjà quelques projets, mais vraiment si vous portez un tel projet, c'est maintenant qu'il faut vous contacter pour qu'on puisse expertiser et labelliser votre projet et vous donner toutes les clés de réussite sur cet appel à projet. Et je vous représente également l'appel à projet IDEMO 3. Donc tout à l'heure, Arthur vous a présenté la version régionalisée, qui est IDEMO régionalisée de la région Île-de-France, où cet appel à projet collaboratif sur la version régionalisée, les différents participants doivent être en région Île-de-France, ou au moins les débouchés doivent être en région Île-de-France. Ici, c'est la version nationale. Cet appel à projet il peut être soit individuel, soit collaboratif. À noter que c'est un appel à projet qui est ouvert aux grandes entreprises, uniquement sur le volet collaboratif. Et notamment, on en parlait tout à l'heure, dans le consortium, ils doivent intégrer au moins une PME. Donc, c'est aussi l'occasion de nouer des partenariats avec une grande entreprise, une ETI, qui pourra porter le projet et sur lequel vous pouvez venir en partenariat apporter votre solution innovante pour compléter les efforts de R&D et développer un produit commun à l'issue dans son domaine. Donc c'était un appel à projet sur des projets qui vont de 3 à 5 ans, avec des enveloppes supérieures à 4 millions d'euros. Évidemment, les laboratoires de recherche sont tout à fait les bienvenus pour venir compléter les consortiums. Ils sont même plébiscités pour compléter les consortiums, puisque le degré de rupture de l'innovation qui va être porté va être particulièrement regardé dans cet appel à projet IDEMO 3 du plan France 2030. Donc c'est un appel à projet qui est ouvert au fil de l'eau et avec quelques dates de relève, mais
gardez en tête que c'est plutôt au fil de l'eau. De la même manière, c'est un appel à projet où la première phase de sélection se fait à l'oral. Donc, nous, on organise des revues devant les experts pour pouvoir évaluer votre projet avant le dépôt de votre présentation sur cet appel pour qu'on puisse au mieux, pareil, vous aider, vous aiguiller, trouver des partenaires s'il le faut sur cet appel à projet et pour que vous puissiez porter des beaux appels des beaux projets de rupture. On est vraiment sur une thématique de transition écologique qui est vraiment prégnant sur cet appel à projet IDEMO 3. Donc transition écologique, énergétique et numérique. Donc tous les projets doivent être structurés pour adresser cet enjeu et sur cela, nous avons vraiment développé une réelle expertise et on peut vous aider à voir comment vous pouvez structurer votre projet pour adresser cet enjeu et trouver des partenaires si vous en avez besoin. Voilà, j'en ai fini avec la partie structurelle du plan France 2030. N'hésitez pas à me poser des questions. Oui, merci Jennifer. Du coup, on a une question en ligne de la part de Sophie pour iLab. La question est, est-ce qu'une start-up avec un chercheur en thèse CIFRE en laboratoire académique peut être éligible ? Alors, est-ce qu'une start-up avec un chercheur en thèse CIFRE? Alors, donc c'est pas encore un chercheur, ce n'est qu'un doctorant, puisqu'il n'a pas encore son doctorat. À partir du moment où ça concerne du transfert technologique, vous n'êtes pas obligatoirement... vous n'êtes pas obligé d'avoir un chercheur dans votre équipe, hein, mais il faut vraiment qu'il y ait une volonté d'adresser ce transfert technologique du monde de la recherche vers le monde industriel. Et donc, évidemment, si vous avez des profils de recherche dans votre entreprise, eh bien, c'est tout à fait conseillé sur cet appel à projet, même si vous-même, en tant que chef d'entreprise, vous n'avez pas un profil de chercheur, mais vous avez plutôt un profil business. On va aller regarder la qualité de l'équipe et donc évidemment, ce genre de profil peut être un plus pour votre dossier, surtout que si vous êtes en thèse, si cette personne est en thèse cible, ça veut dire que vous avez déjà noué une collaboration avec un laboratoire de recherche, parce que cet étudiant doit être encadré par des chercheurs seniors. Et donc, ça, évidemment, ça participera à la solidité de votre dossier. Oui, on a également une question dans la salle. Donc, la question, c'est pour les projets iLab, toujours. Est-ce que j'ai l'impression est-ce qu'il y a nécessairement besoin d'avoir l'étiquette, comment dire ça, pédagogique, quoi, étudiant, chercheur, ou c'est ouvert à des personnes qui n'ont pas ce profil-là? Donc, est-ce qu'on peut valoriser un projet de recherche qui est fait, mais qui n'est pas nécessairement, qui n'a pas été fait dans un cadre académique? Voilà. Oui, tout à fait. C'est absolument pas exclusif. On va regarder, comme je vous dis, la qualité de l'équipe. Maintenant, la qualité de l'équipe, ça peut être dans votre équipe des ingénieurs qui peuvent être valorisés et qui peuvent porter des projets de recherche, mais sans personne scientifique à l'intérieur de votre équipe ou de votre projet, ça risque quand même d'être compliqué, mais j'imagine que si vous développez un projet de recherche, vous avez des personnels scientifiques à l'intérieur de votre entreprise. Merci. Et je vois qu'on a une autre question de Menat Atma en ligne. Je vois qu'il y a beaucoup de questions. C'est pas qu'une seule question. Si vous souhaitez qu'on vous accompagne sur ce dispositif, n'hésitez pas à nous contacter directement à l'adresse projet au singulier @capdigital.com. On pourra organiser un rendez-vous et répondre à ces différentes questions pour vous accompagner sur ce dispositif. Ce que je vois, et je vais répondre à quelques questions, donc c'est vraiment un appel à projet qui doit être porté
porté par une question, par une personne. Évidemment, les personnes étrangères ne sont pas éligibles. Il faut que la personne soit française. Maintenant, peu importe les nationalités qui sont dans notre entreprise, mais c'est bien qu'une seule personne qui doit porter le projet. Et ensuite, sur la structure qui peut être créée à l'issue, il faut qu'elle ait en tous les cas des volontés commerciales. Donc après, ça peut être regardé, il faudrait qu'on regarde plus en détail votre projet. Mais voilà, pour répondre partiellement à la question. Merci. Donc on va poursuivre et clôturer avec les appels à projets nationaux. Si j'arrive à passer les slides. Européens, pardon. Alors, je ne sais pas pourquoi ça ne marche plus. Alors, j'ai la zappette qui ne marche plus. Ça ne fonctionne plus. Donc voilà, comme je dis, on va clôturer avec les appels à projets européens. Donc il n'y a qu'une liste non exhaustive parce qu'il en existe beaucoup. Tu peux. Merci. Et notamment par le programme Horizon Europe. Programme cadre pour la recherche et l'innovation européen actif sur la période 2021-2027. C'est un programme de coup qui est structuré en 3 grands piliers majeurs. Donc un pilier 1, sciences de l'excellence, qui va plutôt être dédié à la recherche fondamentale, notamment avec les bourses ERC qui sont connues. Un second pilier qui va plutôt adresser les problématiques mondiales et la compétitivité industrielle et européenne, à travers différents clusters et avec des appels à projets très dirigés. Donc c'est vraiment des appels à projets qui vont vraiment détailler ce qui est attendu par les consortiums qui vont déposer. On est sur des appels à projets essentiellement collaboratifs et donc avec 6 différents clusters que je vais présenter un peu plus en détail juste après. Et enfin, un 3e pilier Europe plus innovante, avec notamment le Conseil européen de l'innovation, ou on appelle également l'EIC, qui a notamment le programme EIC Accélérateur, qui est le programme, enfin l'appel à projet phare de ce pilier, de ce Conseil européen de l'innovation. On aura également un pilier transversal pour soutenir la participation de l'espace européen de la recherche, et notamment les pays les moins avancés, les moins actifs dans la recherche. Donc pour revenir sur le second pilier, il est réparti en 6 clusters, en 6 thématiques, qu'on va retrouver ici, qui vont regrouper des grandes thématiques. La santé, le second sur les ICC, le cluster 3 sur tout ce qui va être sécurité civile, enfin un cluster 4 sur le numérique, l'industrie et le spatial, et le cluster 5 plutôt sur les thématiques de climat, d'énergie et de mobilité, et enfin un cluster 6 sur plutôt ce qui va être alimentation, bioéconomie, agriculture et environnement. Sur ces appels à projets, qui sont, comme je disais, très dirigés, sont attendus à minima des consortiums de 3 partenaires de 3 pays différents. Donc dans la pratique, on voit souvent que les projets regroupent en moyenne une dizaine, quinzaine de partenaires, avec du coup un mix assez bien équilibré, c'est ce qui est le plus attendu, entre des centres de recherche, des universités, enfin des académiques, et des entreprises, des associations, des sociétés, des organismes de la société civile, tels que des ONG et autres. Voilà, faut avoir un consortium assez équilibré pour répondre à la problématique qui est de l'appel à projet auquel vous souhaitez répondre. Ce pilier 2, il va être réparti en plusieurs types d'actions. Donc on va avoir d'abord les Research and Innovation Actions, qui sont pour des projets à TRL compris entre 4 et 6. Et donc pour des durées moyennes de 36 à 48 mois. Ça peut aller au-delà, notamment en santé, car les projets sont généralement plus longs. Les activités financées sous ce type d'action, ça va être du développement, de l'intégration, des essais, des validations de prototypes, de la faisabilité technique, du prototypage à petite échelle et autres. Sur ce type d'action, on va avoir des taux de financement à 100% pour tout type d'acteur, qu'il soit public ou privé. Donc voilà, il n'y a pas de différenciation.
sur ce type d'action. On va avoir ensuite les Innovation Actions qui sont pour des TRL plus élevés, donc compris entre 6 et 8, donc plus proches du marché, avec des durées de projet à peu près équivalentes. Et là, les activités financées vont être du prototypage, de l'essai, démonstration, des pilotes, mais également des validations à grandes échelles et autres. Là, les entités publiques vont être toujours financées à 100%, mais pour les entités à but lucratif, donc les sociétés privées, les taux de financement vont descendre à 70% et dans certains cas à 60%. Enfin, on va avoir des actions de support et de coordination qui vont permettre de soutenir la recherche au niveau européen sur des thématiques précises. Donc avec des activités stratégiques, coordination, sensibilisation, mise en réseau, formation et autres, et avec des taux de financement ici aussi à 100%. Voilà, si vous souhaitez en savoir plus sur ces programmes, vous pouvez nous contacter et on pourra essayer de faire marcher nos réseaux pour voir si certains appels à projets, si certains consortiums sont en recherche de partenaires pour que vous puissiez les intégrer. Donc je vais m'intéresser là aujourd'hui à 2 appels à projets du 3e pilier, donc Europe innovante, donc, et notamment du Conseil européen de l'innovation. Donc le premier, c'est l'EIC Pathfinder Open, donc, qui vise à valider les bases scientifiques et technologiques et développer des preuves de concept de vos projets. Donc l'EIC Pathfinder, il vise à explorer des idées novatrices et risquées avec un fort potentiel commercial et d'innovation de rupture à terme. Donc les projets financés doivent développer une technologie sur le long terme, avoir un impact positif sur l'économie et la société européenne et avoir, comme je disais, un ratio risque-bénéfice assez élevé. La prise de risque doit être vraiment bien mise en avant, mais accompagnée d'un potentiel commercial qui doit être absolument essentiel. Donc on est sur des TRL assez bas, donc de 1 à 4, c'est vraiment des projets à TRL très bas. Et on va avoir des subventions de l'ordre de 3 à 4 millions d'euros en moyenne. Alors vous pouvez ensuite proposer d'autres montants, mais c'est les montants moyens que l'on va voir. Et là, ça va être pour des projets collaboratifs avec des consortiums de 3 entités, 3 pays différents également. En moyenne, on a des consortiums de 5-6 entités sur ces appels à projets-là. La prochaine deadline est fixée au 7 mars 2024. Donc voilà, si vous souhaitez candidater, n'hésitez pas également à nous contacter, on pourra vous en dire plus sur ce programme, effectuer de la recherche de partenaires également si vous le souhaitez. Dernière chose que j'ai peut-être pas précisé, c'est l'EIC Pathfinder Open, parce que là il est athématique, il n'y a pas de thématique précise, vous pouvez proposer votre thématique en fonction de votre activité. Ensuite, on va avoir l'EIC Accélérateur, qui est le programme phare de l'EIC, avec deux catégories, les Open et les Challenge. Donc les Open, c'est comme pour l'appel à projet cité précédemment, donc ça va être sans thématique précise, et les Challenge qui vont être sur 6 challenges qui sont renouvelés chaque année. Ils viennent de sortir du coup il y a quelques semaines pour l'année 2024. On va avoir 6 challenges et donc je vous en ai listé 3 ici qui me semblaient peut-être intéressants pour l'écosystème de Cap Digital. Donc tout ce qui va être sur l'IA générative, donc l'IA générative centrée sur l'humain, tout ce qui va être sur les mondes virtuels et notamment les mondes virtuels à destination de l'industrie, et enfin sur tout ce qui va être les technologies quantiques et autres. Donc là, on va avoir des subventions intéressantes, donc jusqu'à 2,5 millions d'euros de subventions, et ensuite l'EIC Fund va pouvoir intervenir dans le capital de l'entreprise à hauteur de maximum 15 millions d'euros. Donc ça peut faire effet de levier auprès de vos financeurs privés également. On est donc sur le TRL assez haut, parce que l'idée c'est d'avoir un produit fini qui va entrer sur le marché à l'issue du projet. Donc les CRL les plus bas attendus sont à minimum 5, ça peut être entre 5 et 6, et voilà, l'idée c'est d'arriver au TRL 9 à l'issue du projet. Donc voilà, c'est un projet qui se fait en plusieurs étapes. Il y a toute une première étape qui se dépose au fil de l'eau avec un dossier assez léger d'une dizaine de pages, un pitch deck en 10 slides, une vidéo de 3 minutes. Et ensuite, si vous êtes sélectionné à l'issue de ces premières étapes, vous pouvez déposer le dossier final avec des relèves du coup, qui vont être fixées tout au long de l'année, la prochaine étant le 13 mars 2024.
Enfin, vous auriez une audition devant un jury si vous êtes retenu également à la deuxième étape de cet appel à projet. Enfin, on va également avoir le programme Eurostar pour des projets collaboratifs avec des petits consortiums de 3-4 entreprises en moyenne portés par des PME européennes. Donc là, les dépenses éligibles dans le cadre de la France, parce qu'en fait chaque pays va devoir chaque pays va avoir ses propres taux d'intervention. En France, la BPI intervient jusqu'à 40% des dépenses éligibles. Donc voilà, il faut avoir des partenaires, c'est un projet collaboratif, il faut avoir des partenaires européens, mais ça va être un programme intéressant également, qui est ouvert jusqu'au 14 mars 2024. Et enfin, pour terminer sur les appels à projets européens, on va avoir le programme Creative Europe, donc là on sort d'Horizon Europe également, hein, avec l'appel à projet Innovation Lab, donc qui vise à soutenir des coopérations intersectorielles dans le secteur créatif et ou culturel européen. Donc vraiment, ça vise à encourager les nouvelles collaborations européennes entre des acteurs du monde culturel et de l'audiovisuel par des nouvelles technologies, des approches expérimentales et autres. Donc le but finalement de cet appel à projet, c'est d'améliorer la compétitivité ou la transition écologique du secteur au niveau européen et de permettre son rayonnement à l'échelle mondiale. Donc là, on va avoir des thématiques qui vont être proposées sur cet appel à projet pour l'année 2024, et ça va notamment englober les mondes virtuels, mais également des outils business innovants, ou alors des pratiques plus écologiques des ICC, des technologies dans les ICC. Donc les projets doivent être d'une durée de 24 mois maximum, avec des budgets aux alentours de 800 000 euros. Le taux d'intervention de la Commission européenne avec ce programme sera de 70% pour les lauréats, et c'est des projets qui sont accessibles en individuel ou en consortium. C'est autant qu'on coche les différents critères d'éligibilité, de candidature, les critères de sélection de ce programme. Voilà, il n'y a pas de problème à y aller seul. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 24 avril 2024. Et là aussi, si vous souhaitez en savoir plus ou tenter de trouver des partenaires, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, je vais juste terminer avec les financements en cascade. Sachez qu'il existe aussi de nombreux financements en cascade, donc c'est des projets qui ont été financés, qui vont redistribuer une partie de leur financement à des startups, à des PME, avec des projets assez courts, qui sont assez simples dans le dépôt de projet, et qui peuvent être assez adaptés à des startups ou des PME. La charge administrative est assez légère, les projets sont assez faciles à déposer, il en existe de nombreux. Voilà, là, si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas aussi à nous contacter, on pourra vous essayer d'en repérer certains si cela vous intéresse. Donc voilà, l'idée souvent, c'est d'intégrer des technologies qui ont été développées par d'autres structures dans votre entreprise, et pour pouvoir ensuite l'acquérir et améliorer votre offre de service. Voilà, pour terminer, quelques aides pour financer l'accompagnement au projet européen. Donc on va avoir le diagnostic Europe et le diagnostic partenaire technologie internationale de BPI France, qui va permettre de financer à 50% des prestations de conseil sur du montage de projets européens. L'un est pour des projets seuls, l'autre étant pour des projets collaboratifs. Du côté de l'ANR, on va avoir l'appel à projet montage de réseaux scientifiques européens ou internationaux, qui va permettre à un porteur de projet d'avoir une enveloppe de 30 000 euros sur 2 ans pour monter son projet collaboratif, chercher des partenaires, recourir à une société de conseil ou autre. Et enfin, en Hauts-de-France, on va avoir le FRAP, donc qui est le Fonds régional d'aide aux porteurs de projets européens, qui va permettre de mettre à disposition des jours de consulting aux coordinateurs ou même au work package, un leader de l'autre travail, pour décrire son projet. Voilà pour les appels à projets européens.
et les aides qui existent pour vous accompagner là-dedans. Deux événements qui peuvent être intéressants. Donc aujourd'hui, cet après-midi, si vous êtes intéressé par l'EIC Pathfinder, il y a un webinaire des PCN qui aura lieu à 14h. Voilà, donc si vous êtes intéressé, vous pourrez vous inscrire sur le site de Horizon Europe France. Et enfin, sur le 24 et 25 janvier, il y a un événement par l'Enterprise Europe Network, l'Enterprise Europe Network, donc qui est le réseau européen des entreprises européennes, avec des Open Innovation Challenge, avec plusieurs sociétés qui vont mettre des challenges auxquels les PME pourront répondre. Il y aura notamment LG ou le IC Culture and Creativity qui seront ces sociétés qui vont proposer ces challenges. Donc voilà. Pour terminer ce R&D Corner, je ne sais pas s'il y a des questions. Pardon. Jennifer. Non, il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions. J'ai regardé un petit peu, mais il n'y a pas de questions. Merci, je vous Jennifer. souhaite les meilleurs vœux, mais il n'y a pas de questions sur la partie Europe. Est-ce que tu souhaites que je conclue sur les futurs événements? Oui, je vais laisser du coup Jennifer conclure. Merci Jennifer. C'est gentil. Donc sur les événements à venir, on vous a listé les événements à venir. Notez notamment si vous souhaitez exposer sur le pavillon France SIGGRAPH, n'hésitez pas à vous connecter à notre webinaire de présentation. Également un événement autour des univers virtuels sur notamment l'interopérabilité et la confiance. Et puis en février 2024, puisqu'on avait la chance d'avoir la présence de la région Île-de-France, ce sont le premier de ces journées de l'innovation qui sont dédiées notamment aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Donc la première journée de l'innovation pour laquelle nous sommes partenaires avec la fondation Solar Impulse et Construire le futur, habiter le futur, sera dédiée à la transition écologique et énergétique du monde du sport et des événements sportifs. Donc on aura aussi de belles pépites sur ces domaines-là qui seront exposés et des pitchs inspirants et également une partie business meeting sur l'après-midi. Donc vous êtes offreur de solutions ou vous êtes acheteur de solutions, n'hésitez pas à vous inscrire à cette journée de l'innovation qui sera dédiée au sport et à la transition écologique. Et puis, il y aura 2 autres journées d'innovation sur le premier semestre de 2024. Une qui sera plutôt sur des enjeux technologiques et l'autre sur des enjeux de santé, toujours liés aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Donc voilà, de beaux événements en perspective. Et puis, voilà, c'est l'heure de clôturer ce R&D Corner. Merci à tous d'avoir été présents. Pour ma part, ce sera mon dernier R&D Corner. Donc voilà, j'ai été ravie de partager ces presque 50 R&D Corner à vos côtés. Merci à tous mes collègues qui sont passés et qui ont présenté avec moi tous ces R&D Corner. Merci également à l'équipe com qui nous soutient et qui orchestre de main de maître ces événements. Et je vous souhaite une très bonne année 2024 et une très belle journée. Merci à tous. Au revoir. Merci Jennifer, bonne journée à tous et bonne année 2024.